On va continuer sur la troisième possibilité, puisqu'on a vu le percutané, on a vu la collagénase, maintenant on va aborder la chirurgie dans sa forme mini-invasive. Là aussi, on essaie de tenir les délais. On ne sait pas. Donc tu nous laisses le difficile. Les trucs difficiles, c'est pour les chirurgiens. Voilà. On n'a plus le droit de faire les trucs faciles. Merci pour cette invitation. Merci Xavier Martin pour cette opportunité. Merci surtout à Thomas Jalaguet, interne dans le service, qui a beaucoup travaillé sur cette question et sans lequel cette communication ne pouvait pas se faire. C'est un privilège d'avoir des personnes à qui enseigner. Alors, nous avons à peu près le même profil d'analyse et de conclusion, peut-être sur un regard différent. Il fallait prendre le risque d'inviter deux auteurs sur le même sujet, vous l'avez pris, on va voir. Alors, on va voir ces différents aspects de la maladie du Dupuytren, peut-être sous un angle plus chirurgical, puisqu'il fallait commencer peut-être pour aborder la question du milieu invasif, l'histoire et l'expérience de la chirurgie, mais je serai bref, ce n'est pas le sujet. Alors, au plan clinique, on l'a dit, fibromatose rétractile de la ponérose palmaire superficielle qui est récidivante et évolutive. On verra sur ces images qu'il y a un caractère irréductible à l'arrondissement en flexion, alors que la flexion elle-même, active ou passive, est complète. Alors, Dupuytren décrit cette pathologie comme telle, mais il dit qu'elle n'a pas été décrite avant lui, et là, il se trompe, il est un petit peu voleur. Les Anglais ne lui en voudront pas, même ceux chez qui il est passé comme enseigné, compte tenu de la qualité sémiologique de cette institution qu'il en avait faite. Alors, je passe sur l'épidémiologie, elle est quand même fréquente, Europe du Nord essentiellement, et du fait de sa fréquence, a un impact médico-économique certain. Alors, la technique mini-invasive dont on parle aujourd'hui est en fait la première à avoir été employée, puisque Dupuytren lui-même et ses élèves abordaient la question par aponévrotomie, et non pas aponévrectomie, qui est venue ensuite, secondairement, entre les mains des chirurgiens au cours de l'histoire. Cette chirurgie est une chirurgie qui est intéressante et qui est parfois, comme on vient de le dire, la seule à pouvoir traiter les cas difficiles du fait de son caractère récidivant et des extensions possibles. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, on a voulu retourner sur une série personnelle pour avoir une idée des choses, de façon, avec un aperçu, en parlant un peu de chirurgie, laquelle est particulièrement intéressante, séduisante, parce qu'elle traite avec tous les tissus de la peau, en commençant par la peau elle-même, les tissus de la main, pardon, en commençant par la peau elle-même, du point de vue de l'incision, du point de vue des plastiques qu'elle demande parfois des greffes, dans les cas où il manque sévèrement de la peau, pour une exposition de la maladie du Dupuytren, une dissection extrêmement poussée, attentive, de façon à pouvoir ôter l'ensemble de la maladie, de façon à pouvoir récupérer les mobilités en ayant libéré les pellicules pour les protéger sur toute leur longueur, libérées ou abîmées. Et il est clair que la chirurgie a ses complications, qu'elles soient vasculaires ou neurologiques. Maintenant, elle est efficace. Les différentes études en témoignent et on fait référence là à Tubiana lui-même et à ses élèves, et je parle de Caroline Leclerc. La récidive, néanmoins, même devant l'efficacité, est présente et vous constaterez qu'à 10 ans, 6 patients sur 10 ont récidivé. Alors, je ne reviens pas sur cette stratification pour dire que la chirurgie, comme traitement princeps de la maladie, jusqu'à il y a dans les années 90, s'imposait. Du point de vue de la réputation des complications de la chirurgie, on notera ici qu'elles sont présentes, oui,
mais qu'elle ne dépasse pas 4% des cas en ce qui concerne les tissus pris un à un. Alors, dans notre série, on a voulu chercher les résultats après 10 ans, et j'ai pris une série consécutive de 10 patients arrivant à 10 ans de recul. Enfin, Thomas l'a prise en réalité. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, ces schémas vont se reproduire le long de la communication. Vous avez une main de profil, et vous avez 3 segments, entre lesquels 2 articulations. Le premier proximal, c'est l'articulation MP, et le deuxième distal, c'est l'articulation IPP. Et entre les deux, un angle qui montre la raideur, qu'elle soit pré- ou post-opératoire, pour visualiser facilement les résultats dans les différentes séries explorées. Et là, on se rend compte que le résultat initial à 3 mois et demi peut être considéré comme correct, et que le résultat à 10 ans reste très correct pour l'AIP et récidive au niveau de l'IPP pour arriver et voir dépasser ce qu'il était en préopératoire 10 ans auparavant. La série, ou bien l'analyse du percutané, nous a demandé une revue de la bibliographie, qui est extrêmement riche en réalité, comme le disait mon prédécesseur. Cette littérature qui est riche concerne aussi les éléments économiques de la santé et aussi l'intérêt des laboratoires en ce qui concerne la collagénase. Alors, on a sélectionné ces articles et on a fait une sélection qui se ressemble. Il n'est plus là. Ah, pardon. Qui se ressemble, on va le voir dans les articles. Et on a éliminé ceux qui ne répondaient pas à des critères qui nous paraissaient nécessaires, à savoir une description précise de la technique réalisée, une mesure faite au goniomètre digital. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a des articles qui sont sans mesure au goniomètre. Donc comment élaborer une mesure angulaire, une définition de ce qui est nommé complication et aussi une définition précise de ce qui est considéré comme une récidive, à dissocier de l'extension. Une récidive, dans une analyse de consensus, considère que on parle de récidive quand une articulation a perdu 20 degrés de mobilité par rapport à ce qu'elle était après 6 mois après le traitement initial. Et qu'on a exclu des causes de raideur d'autres complications, d'autres phénomènes que la récidive elle-même, à savoir une raideur articulaire pour une autre raison. Alors cette aponévrotomie percutanée, j'insiste pas, on vous en a parlé, sous anesthésie locale, avec une aiguille dont le tranchant est présenté obliquement, ça me rappelle quelque chose, de façon à pouvoir couper la corde par des mouvements de va-et-vient qui sont très tactiles pour l'opérateur. Cette chirurgie permet d'obtenir effectivement un gain immédiat très significatif et qui plaît aux patients, sans perte de la flexion, bien heureusement. Alors, les séries qu'on a analysées sont celles-ci, une série rétrospective qu'on a prise à Guy Fouché, qui fait référence en chirurgie de la main, qui fait la revue de 100 patients avec 3 ans de recul, assez peu de complications. Et ce qu'il faut noter ici, c'est le taux de récidive de l'aponévrotomie à 58% à ce délai d'évolution, et 20% d'entre les 100 patients aura été secondairement traité par une aponévrectomie chirurgicale. Une autre série qui prend un recul plus éloigné, avec 2 focus à 5 et 10 ans, d'une équipe connue en chirurgie de la main, celle de Rimbaud et Cinca, avec un effectif de 82 rayons, un recul plus important, donc à 5 ans et 10 ans. Les analyses à 5 ans sont plus précises dans cet article et rapportent 81% de récidive, avec là aussi 22% de réintervention. On notera la satisfaction subjective importante des patients traités dans cette série également. Alors, l'aspect économique qui a été mentionné déjà, indiscutablement, est au bénéfice de l'aponévrotomie du point de vue du coût de santé.
et dans lequel il faut compter non seulement le coût du geste, mais aussi le coût en rapport avec les arrêts de travail et les suites. Alors, la ponévrotomie à l'aiguille, je dirais, et on pourra en discuter, elle est simple de réalisation, elle est économique, elle donne peu de complications et elle donne des suites simples, elle a une efficacité moindre, à la fois initialement dans ce qu'on a observé, mais surtout au plan de la récidive dans le temps. Alors, une extension de cette technique, c'est l'association d'injection de graisse à la ponévrotomie, qui est actuellement en vogue, qui repose sur ce que l'on accorde à la graisse en termes de facteurs prévenant la récidive et favorisant les glissements et les cicatrisations. On ne peut pas dire qu'on dispose aujourd'hui dans cette série, au faible recul à 1 an, de critères qui soient décisifs. On peut retenir l'intérêt théorique défendu de l'injection de graisse, mais il est étonnant dans cet article, qui est le seul qu'on ait retenu, que cette technique ait été comparée non pas à la ponévrotomie seule, mais à la chirurgie. Comparée quoi à qui? En ce qui concerne la lisse chimique, c'est le Clostridium histolyticum qui produit la collagénase, bactérie positive, qui a été utilisée initialement dans le développement des ulcères et la maladie de la Peyronie, qu'il faut citer, puisque la Peyronie était un des fondateurs, si je ne me trompe, de l'Académie de chirurgie. Très juste. L'autorisation de mise sur le marché date de 2011, le produit est cher, mais comme on l'a déjà signalé, dans une étude préalable présentée par Michel Merle à cette tribune, qui a donné d'ailleurs lieu à un article au nom de l'Académie de chirurgie, l'HAS en France a refusé l'utilisation de remboursement par la sécurité sociale, considérant, comme il est écrit, que l'efficacité est sujette à caution et la tolérance également. La tolérance parce que, même s'il n'y a pas d'argument aujourd'hui pour considérer que les anticorps anticollagénases, qui sont forcément induits par l'injection répétée de collagénase sur le long terme, ne sont pas délétères. Alors, les résultats sur les séries qui sont les mêmes que celles que tu as montrées sont assez bluffants. C'est-à-dire, quand on parle de 76% d'efficacité, il s'agit là d'un flessum résiduel sur l'articulation MP, par exemple, de moins de 5%, de 5 degrés. Et donc, on a un résultat sur les IPP de 40%, ça veut dire 40%, 4 sujets sur 10, qui a été traité par Lise à la collagénase sur l'IPP, présente une raideur résiduelle de moins de 5 degrés dans 40% des cas. Mais nous sommes là à 30 jours après la dernière injection. Et ces injections, comme vous le voyez, sont de 1 à 3 et c'est passé dans l'intervalle de 30 jours. On déplore quelques complications et la valeur moyenne des raideurs n'est pas donnée dans l'article, qui est un article très précis, mais on n'a pas cette donnée. Une deuxième série est faite à l'analyse à 90 jours à la fin du traitement, et là, les données sont mélangées entre articulation MP, mésacapophalangienne, et IPP, interphalangienne maximale, pour un résultat à 78% pour un flessum résiduel inférieur à 5 degrés. Cependant, on a un recul qui reste insuffisant. On a d'autres séries qui viennent appuyer cette expérience, plus tardive, et en particulier plus tardive que les conclusions initiales de l'HAS, avec des séries qui arrivent jusqu'à 10 mois, et dont les résultats sont satisfaisants. Dans cette série, néanmoins, on verra qu'il y a un petit problème de déclaration d'intérêt, parce qu'un des auteurs est financé par le laboratoire produisant le produit. Une autre série compare la collagénase et la chirurgie, comme il a été montré, collagénase versus la ponévrotomie, et elle porte à peu près les mêmes conclusions, à savoir un résultat initial correct et qui se dégrade, on va dire, plus rapidement,
puisque le résultat post-aponévrectomie se maintient à 2 ans et qu'il se dégrade à 2 ans pour la liste par collagénase. L'aspect financier a été évoqué. Il s'agit là de chiffres rapportés par M. Merle, qui travaille au Luxembourg. Le coût reste néanmoins moins important que celui de la chirurgie, malgré le coût du projet. On pourrait dire, peut-être, comme élément de conclusion, que la liste chimique, qui est elle aussi de réalisation simple, qui donne peu de complications avec les suites bonnes, présente un problème de manque de recul. Voilà, la liste chimique est prometteuse, certes, attendons de voir ce qu'elle devient dans l'avenir, et nous verrons. Alors, traitement combiné, pourquoi pas? Parce qu'il n'est pas obligatoire d'opposer des méthodes, qu'il s'agisse de chirurgie ou d'aponévrotomie. Ici, on combine, en fait, dans cette raideur importante, une aponévrotomie à ciel ouvert, chez ce patient qui avait une raideur importante, et qui, après 1 mois, obtient ce résultat, si bien qu'on ne le verra pas pour le temps prévu initialement de chirurgie d'aponévrectomie de seconde intention. Alors, ces différentes techniques peuvent être combinées, pas forcément opposées, il n'y a pas forcément de compétition, mais peut-être de la synergie, et pour choisir, il me semble raisonnable d'attendre un peu pour la collagénase. L'aponévrectomie percutanée à l'aiguille, je crois, satisfait, et c'est peut-être l'élément qui est le plus significatif, même si elle est moins performante, et en particulier dans le temps. Et c'est probablement l'élément qui, personnellement, va peut-être influencer ma pratique chirurgicale, dans le sens où j'abordais volontiers cette question comme une joute, en disant, bien, je vais prendre le sujet et je vais faire feu de petits bois concernant le mini-invasif, mais en réalité, ça a bien sa place. Je vous remercie. On va regrouper la discussion sur ces 2 techniques. Les 2 techniques d'émission. Richard. Merci d'avoir fait un. Donc, je voudrais revenir sur quelque chose que vous n'avez pas exposé, qui est assez important. C'est finalement le problème de l'application thérapeutique. Parce que moi, j'ai souvenir, j'ai fait la chirurgie de la main il y a très très longtemps chez Raymond Villa, où on voyait des malades comme celui que vous avez démontré en premier, c'est-à-dire des malades qui étaient à 90, de 3 doigts, voire 3 doigts parfois jusqu'à l'index. Et ma question est la suivante, est-ce qu'actuellement, il faudrait faire au niveau du grand public de l'information pour dire, dès que vous avez une petite maladie du féminin qui commence, il faut faire une hémocomie, et est-ce qu'à ce moment-là, vous s'arrêtez à une mission, est-ce qu'il faut attendre? Et finalement, à quel moment les opérer? Vous n'avez pas du tout parlé de ça, qui me paraît quelque chose de très important pour l'information du public. C'est une question qui est très très importante. Alors, généralement, les patients qui viennent nous voir ont bien compris, parce qu'en fait, ils entendent parler de la technique, ils se déplacent, et donc, généralement, ils viennent au bon moment, enfin, quand il n'est pas trop tard, bien entendu. Il est clair qu'il est important, et il est mieux d'intervenir précocement, parce que on obtient de meilleurs résultats à l'aiguille, mais comme en chirurgie dans les formes moins sévères. Et donc les patients que nous voyons sont parfois des patients qui nous voient plus pour information, et à ce moment-là on les éduque, on leur apprend notamment le test de la table, on leur explique que quand il n'arrive plus à mettre un plat sur la table et à faire une extension, il faut revenir. Ça c'est la première chose, les premiers temps de la déformation. Et la deuxième chose tient au retentissement fonctionnel. On voit pas mal d'évaluations thérapeutiques, on a validé le terrain. Il se trouve que le critère d'évaluation qui est sous-utilisé aujourd'hui, c'est l'évaluation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on intègre dans la décision la déformation, certes, et la perspective évolutive. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la même approche sur une MCP que sur une OPP, et notamment sur le 5e rayon. Mais le retentissement fonctionnel est également important dans la décision. Si bien que pour une petite déformation MCP qui n'engage à rien et qu'on pourra revoir ultérieurement si elle s'aggrave, on va tenir compte volontiers du retentissement fonctionnel et voir s'abstenir si le patient n'est pour l'instant pas gêné en lui disant qu'il faut qu'il se teste régulièrement, qu'il revienne nous voir. Et on a des patients qui reviennent nous voir tous les ans, tous les 6 mois en fonction de l'évolutivité attendue de la maladie. Donc effectivement,
l'idée d'une intervention précoce est importante, mais il faut savoir qu'un certain nombre de maladies du cœur ne vont pas non plus ne va pas évoluer. Et donc, il est important d'éduquer les patients et puis de leur dire de revenir pour qu'on puisse effectivement réévaluer la médication de façon séquentielle. Mais on a du temps. Je veux juste rajouter un petit supplément. Est-ce que vous pensez que dans une MCP qui est très très modément rétractée, qui fait qu'il y a un petit déplacement de la table, la kinésithérapie et la rééducation peut permettre une amélioration, comme au niveau de l'attraction des ischio-jambiers ou des choses où ça sert strictement à rien, vous les envoyez à des kinés? Alors, moi je pensais que c'était une expérience personnelle et j'allais abonder dans votre sens à propos d'un cas. Voilà, en règle générale, mon sentiment, et il n'y a rien dans la littérature, mais en règle générale, mon sentiment c'est que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça marche. Je pense que globalement, on partage votre point de vue, où le point qui me paraît important, c'est l'âge des patients. C'est-à-dire, est-ce que cette attitude est identique chez un sujet jeune, un sujet moyennement âgé et le sujet âgé? Parce que je pense que la maladie, dans mon expérience, se calme avec l'âge. Alors, je vais vous répondre, je vais laisser mon collègue répondre aussi. Mais je pense qu'effectivement, ce qui est important dans la prise en charge de la maladie du putrain, c'est de pouvoir pronostiquer l'évolution. Il est clair qu'un patient se présentant avec un pression de 45 degrés à 40 ans, c'est un patient qui visiblement a un terrain et donc voilà, d'autres localisations fibromateuses, et un patient qui va évoluer vite et qu'il faut voir de façon assez rapprochée. Par conséquent, moi je dirais que la décision de l'acte, en fait, et la typologie de l'acte, ne va pas vraiment différer, mais le suivi, le rapprochement du suivi, lui, va différer. C'est un patient qu'on va revoir après quelques mois et à qui on ne donnera pas un rendez-vous à un an. J'ai une petite question. Quelle est votre expérience? Alors, en fait, chirurgicalement, la grosse difficulté, c'est quand on a une récidive. Quand on les a opérés par une aponeurectomie cellulaire, quand on a une récidive, c'est un gros challenge, c'est très difficile d'aller disséquer les véhicules. Est-ce que vous avez une expérience sur l'aponeurotomie après récidive, post-aponeurectomie? Oui, bien entendu, parce qu'en fait, le quart des patients qui viennent nous voir sont des patients qui ont été opérés à ciel ouvert et qui ne veulent pas se faire réopérer et qui ont récidivé et que l'on traite. Alors, vu la difficulté que nous on a à disséquer les pellicules en cas de récidive, vous n'avez pas eu de problème avec les... Alors, on n'a pas de cas très particulier, mis à part des rétractions cicatricielles qui en fait ne se touchent pas, bien entendu, mais on n'a pas de complications supplémentaires chez ces patients préalablement opérés. Sur les premières phases, parce que sur la paume, il n'y a eu aucun problème avec les nerfs. Je suis d'accord que de toute façon, la partie la plus délicate, c'est les sommes en fait IPV. Et ça, c'est la même question en termes de rapport anatomique, mais je veux dire qu'on n'a pas plus de complications, donc c'est à peu près le quart de notre public. Comment vous voyez ça? On a des récidives après aponeurectomie? Aponeurectomie. On les réopère. S'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont confiance. Alors on les informe des risques, parce que plus on opère une main opérée, et plus on a le risque d'abîmer, en particulier les nerfs et les vaisseaux. Donc on les informe et on les réopère, oui. Et c'est là où la chirurgie n'est peut-être pas remplaçable. Parce que après un certain temps, on fait de la chirurgie dite palliative. L'exemple typique, c'est par exemple l'arthrodèse inconsistante de l'IPP pour une récidive sur un duputrin sur un 5e rayon. Une question? Je voudrais vous remercier de votre présence. Je pense que cette séance a été particulièrement réussie parce que vous avez un climatologue, vous avez des radiologues, nous avons des chirurgiens, et que tous ont parlé de la même chose. Et ça, c'est le but de cette interventionnelle, pour dire que les frontières n'existent plus. Merci le professeur.